Dans cette vidéo, on va étudier le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt. On va donc démontrer le théorème suivant. Si E est un espace pré-hilbertien et si X1, XP est une famille libre de E, alors il existe une famille orthonormale E1, EP de E telle que, pour tout cas allant de 1 jusque P, l'espace vectoriel engendré par E1, EK est égal à l'espace vectoriel engendré par X1, XK. On va donner une démonstration algorithmique de ce théorème. C'est-à-dire qu'on va donner un moyen pratique de construire la famille orthonormale E1, EP à partir de la famille libre X1, XP. Et c'est cet algorithme qu'on va utiliser quand, dans un exercice concret, on voudra construire une famille orthonormale E1, EP de E à partir d'une famille libre X1, XP de E, telle que, pour tout cas dans 1P, l'espace vectoriel engendré par E1, EK est égal à l'espace vectoriel engendré par X1, XK. Formellement, on va démontrer ça par récurrence sur le nombre de vecteurs de la famille libre. Donc pour P supérieur ou égal à 1, on note P de P, la propriété. Pour toute famille libre X1, XP de E, il existe une famille orthonormale E1, EP de E, telle que, pour tout cas dans l'ensemble 1, 2 jusque P, l'espace vectoriel engendré par E1, E2 jusque EK est égal à l'espace vectoriel engendré par X1, X2 jusque XK. L'initialisation est très simple, hein. On part d'une famille libre avec un seul vecteur x1. Ce vecteur-là n'est pas nul. Et pour en déduire une famille orthonormale, il suffit de le normaliser, et donc de poser E1 égale x1 sur norme de x1. Et bien sûr, comme x1 et E1 sont proportionnels, l'espace vectoriel engendré par E1 est égal à l'espace vectoriel engendré par x1. L'hérédité est beaucoup plus intéressante. On se donne P supérieur ou égal à 1, telle que la propriété P est vérifiée à l'ordre P, et on veut prouver que la propriété est vraie à l'ordre P plus 1. Pour ça, on fixe x1, x2 jusqu'à xp plus 1, une famille libre de E. Et on va appliquer directement l'hypothèse de récurrence. Par l'hypothèse de récurrence, il existe une famille orthonormale E1, E2 jusqu'à EP, telle que, pour tout cas appartenant à 1, 2 jusqu'à P, l'espace vectoriel engendré par E1, E2 jusqu'à EK est égal à l'espace vectoriel engendré par x1, x2 jusqu'à xk. Il nous reste à construire EP plus 1. La construction de EP plus 1 va se faire en deux temps. Dans la première étape, on va redresser xp plus 1. Alors qu'est-ce que j'entends par redresser xp plus 1 ? Je vais commencer par définir un premier vecteur, E'P plus 1, qui est une modification de xp plus 1, ça va être xp plus 1, auquel je vais rajouter une combinaison linéaire des E1, E2 jusqu'à EP. Donc E'P plus 1, c'est xp plus 1 plus lambda 1 E1 plus etc. plus lambda P EP. Et ce que je vais ajouter ici, ça va me servir à redresser xp plus 1 de telle sorte que E'P plus 1 soit orthogonal à EK pour tout K allant de 1 jusqu'à P. Donc je vais choisir les lambda K de sorte que le produit scalaire E'P plus 1 scalaire EK soit égal à 0 pour tout K allant de 1 jusqu'à P. Alors comment faire pour choisir ces lambda K ? Eh bien on va calculer le produit scalaire E'P plus 1 scalaire EK. Et si je le calcule, j'obtiens xp plus 1 scalaire EK. Et ici, je vais faire apparaître des produits scalaires EJ scalaire EK. Mais les produits scalaires EJ scalaire EK, ils sont nuls, sauf si J égale K. Dans ce cas-là, ça vaut 1, puisque je sais déjà que ma famille E1 jusqu'à EP, elle est orthonormale. Et finalement, quand je vais faire le produit scalaire ici avec la somme, eh bien le seul terme qui va rester, c'est lambda K. Et donc j'ai E'P plus 1 scalaire EK, qui est égal à xp plus 1 scalaire EK plus lambda K. Et pour que E'P plus 1 scalaire EK soit égal à 0, eh bien il suffit que lambda K ce soit moins xp plus 1 scalaire EK. De plus, l'espace vectoriel engendré par x1, x2 jusqu'à xp plus 1, d'une part, ici, comme je peux appliquer l'hypothèse de récurrence, l'espace vectoriel engendré par x1, x2 jusqu'à xp, c'est l'espace vectoriel engendré par E1, E2 jusqu'à EP.
Donc l'espace vectoriel engendré par x1, x2, xp, xp plus 1, c'est l'espace vectoriel engendré par E1, E2, EP, xp plus 1. Mais comme xp plus 1 diffère de E'P plus 1 juste en ajoutant une combinaison linéaire des EK pour k allant de 1 jusque P, donc juste une combinaison linéaire de ces vecteurs-là, eh bien cet espace vectoriel engendré-là, eh bien c'est pareil que l'espace vectoriel engendré par E1, E2, EP, jusque E'P plus 1. Donc là j'ai presque fini, hein. La seule chose qui me manque, c'est que E'P plus 1, c'est pas forcément de norme 1. Et bien pour ça je vais le normaliser. Je vais poser EP plus 1, c'est E'P plus 1 divisé par la norme de E'P plus 1. Alors d'abord, je peux le faire ici, hein, parce que le vecteur E'P plus 1 n'est pas nul. En effet, xp plus 1, c'est pas dans l'espace vectoriel engendré par E1, E2 jusque EP, parce que sinon ce serait dans l'espace vectoriel engendré par x1, x2 jusque xp. Et ça, c'est pas possible, puisque la famille x1, x2 jusque xp plus 1, elle est libre. Et le P plus 1, bien sûr, c'est aussi orthogonal à tous les EK pour k plus petit que P, puisque c'était vrai pour E'P plus 1 et que ces deux vecteurs-là sont proportionnels. Et ici, dans ma dernière égalité, je peux remplacer vecte de E1, EP, E'P plus 1 par vecte de E1, E2, EP, EP plus 1, à nouveau parce que E'P plus 1 et EP plus 1 sont proportionnels. Alors en réalité, il y a une version un petit peu plus précise du procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, dont le principal avantage est de donner aussi l'unicité d'une famille orthonormalisante. Donc l'énoncé est assez similaire, on considère x1, xp une famille libre de E, et bien on va montrer qu'il y a une unique famille orthonormale, E1, EP de E, telle que, pour tout k allant de 1 jusque P, l'espace vectoriel engendré par E1, E2 jusque EK, c'est l'espace vectoriel engendré par x1, x2 jusque xk, donc ça c'est la même condition que tout à l'heure. Et pour assurer l'unicité, on doit rajouter que pour tout k allant de 1 jusque P, xk scalaire ek est strictement positif. On va démontrer assez rapidement ce théorème. La démonstration est assez similaire à la démonstration du théorème précédent. On va aussi procéder par récurrence sur le nombre de vecteurs, et donc pour P supérieur ou égal à 1, on note P de P, la propriété. Pour toute famille libre x1, xp de E, il existe une unique famille orthonormale E1, EP de E, telle que, pour tout k allant de 1 jusque P, vecte de E1, EK, c'est vecte de x1, xk. Et pour tout k allant de 1 jusque P, xk scalaire ek est strictement positif. Je ne vais pas faire l'initialisation, c'est très facile, hein, le vecteur qu'on a construit tout à l'heure, c'est-à-dire x1 sur norme de x1, en fait convient, et c'est assez facile de démontrer que c'est le seul. Je vais me concentrer sur l'hérédité, et je suppose donc que pour un certain entier P supérieur ou égal à 1, P de P est vrai, je considère x1, xp plus 1 une famille libre de E. D'après l'hypothèse de récurrence, il y a une unique famille orthonormale, E1, EP de E, qui vérifie les propriétés demandées, mais simplement jusqu'à l'ordre P. Donc pour tout k allant de 1 jusque P, vecte de E1, EK égale vecte de x1 jusque xk. Et pour tout k allant de 1 jusque P, le produit scalaire xk scalaire ek est strictement positif. Eh bien, on va démontrer qu'il y a un unique EP plus 1 qui permet de vérifier ces propriétés-là jusqu'à l'ordre P plus 1. Donc il y a un unique EP plus 1 tel que P de P plus 1 est vrai. Pour ça, on va procéder par analyse-synthèse. Et donc on suppose qu'il existe un certain vecteur EP plus 1 dans E, tel que la propriété P est vrai à l'ordre P plus 1. Et on va voir que ça définit uniquement EP plus 1. Pour ça, on va utiliser toutes les propriétés qu'on connaît. La première propriété qu'on veut qu'il soit vérifiée, c'est que l'espace vectoriel engendré par E1 EP plus 1 soit égal à l'espace vectoriel engendré par x1 xp plus 1. Bon, ici, les premiers vecteurs x1 jusque xp, je peux les remplacer par E1 jusque EP. Et donc, je veux que l'espace vectoriel engendré par E1 EP plus 1 soit égal à l'espace vectoriel engendré par E1 EP xp plus 1. Comme tout à l'heure, xp plus 1 n'est pas dans l'espace vectoriel engendré par E1 EP. Et pour que cette égalité-là soit vraie, il faut forcément que EP plus 1, je puisse l'écrire mu xp plus 1 plus lambda 1 E1 plus etc. plus lambda p EP avec mu qui est non nul. Deuxième chose, je veux que EP plus 1 soit orthogonal à tous les EK pour k allant de 1 jusque P. Eh bien, je calcule le produit scalaire EP plus 1 scalaire EK.
le calcul est tout à fait similaire à celui que j'ai fait dans la preuve du premier théorème. C'est mu xp plus 1 scalaire ek plus lambda k. Et donc pour que ep plus 1 scalaire ek soit égal à 0, il faut que lambda k ce soit moins mu xp plus 1 scalaire ek. Alors si je regarde ce que ça veut dire pour l'expression de ep plus 1, j'ai ep plus 1 égale mu xp plus 1, moins mu xp plus 1 scalaire e1, moins etc., moins mu xp plus 1 scalaire ep, ep. Et donc je peux mettre ici mu en facteur, et donc je sais que ep plus 1, ça s'écrit forcément mu, facteur de xp plus 1, moins xp plus 1 scalaire e1, e1, moins etc., moins xp plus 1 scalaire ep, ep. Donc je vais démontrer l'unicité si j'arrive à fixer mu, à montrer que mu, ça vaut forcément une certaine valeur. Alors je n'ai pas encore utilisé que ep plus 1 était forcément de norme 1, donc je calcule la norme de ep plus 1. La norme de ep plus 1, ça vaut 1, et la norme de ep plus 1, c'est valeur absolue de mu fois la norme de ce grand vecteur ici, xp plus 1, moins xp plus 1 scalaire e1, e1, moins etc., moins xp plus 1 scalaire ep, ep. Ce vecteur-là, ce n'est pas le vecteur nul, même raisonnement que dans la preuve du premier théorème, et forcément, pour que la norme de ep plus 1 soit égale à 1, il faut que valeur absolue de mu, ce soit 1 sur la norme de xp plus 1, moins xp plus 1 scalaire e1, e1, moins etc., moins xp plus 1 scalaire ep, ep. Cette formule-là, ça définit presque uniquement mu. Ça définit mu au signe près. Pour fixer le signe de mu, on va utiliser la dernière condition, qui est que xp plus 1 scalaire ep plus 1 doit être positif. On va calculer un ep plus 1 scalaire xp plus 1. Pour ça, je vais remplacer xp plus 1 en disant qu'xp plus 1, c'est 1 sur mu ep plus 1, plus une combinaison linéaire, peu m'importe les coefficients des e1 jusqu'à ep. Donc ep plus 1 scalaire xp plus 1, c'est ep plus 1 scalaire 1 sur mu ep plus 1, moins somme pour k égale 1 jusqu'à p des alpha k ek. Et comme ep plus 1, c'est orthogonal à tous les ek pour k allant de 1 jusqu'à p, ça fait 1 sur mu. J'utilise aussi que la norme de ep plus 1 est égale à 1. Et donc, pour que ep plus 1 scalaire xp plus 1 soit positif, il faut forcément que mu soit positif. Et donc ici, je peux enlever les valeurs absolues. Mu, c'est 1 sur la norme de ce grand vecteur. Donc j'ai démontré que si ep plus 1 existe, il faut forcément mu facteur de ce vecteur, avec mu 1 sur la norme de tout ça. Et donc j'ai démontré l'unicité de ep plus 1. Il reste à faire l'insynthèse. Et donc on pose ep plus 1, c'est mu, facteur de xp plus 1, moins xp plus 1 scalaire e1, e1, moins etc., moins xp plus 1 scalaire ep, ep, où mu c'est 1 sur la norme de xp plus 1, moins xp plus 1 scalaire e1, e1, moins etc., moins xp plus 1 scalaire ep, ep. Et il reste à vérifier que E1, E2 jusqu'à P plus 1, ça vérifie bien P, parenthèse P plus 1. Mais voilà, il suffit de reprendre les calculs qu'on a fait dans l'analyse, de les remonter, et tout se passe bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à consulter notre site et les autres vidéos de la chaîne YouTube de BibMath.